Voilà, bonjour, je m'appelle Olivier de Scuter, j'enseigne le droit international à l'Université de Louvain et j'ai été le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. En 1992, on a négocié un grand traité international qui s'appelle la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et on a depuis une série de conférences des parties où les parties à ce grand traité international se réunissent pour tenter de mettre en œuvre au fond la promesse qui avait été faite en 1992 qui était de maintenir le changement climatique sous des niveaux qui sont acceptables, qui ne soient pas des niveaux amenant des conséquences dangereuses pour la survie de l'humanité. Ce qu'on a compté dans les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays, c'est la consommation dans chaque pays et les émissions produites dans ce pays en raison de la production et de la consommation, mais ce n'est pas de la production de gaz à effet de serre qui résulte de ce qui est produit ailleurs et qui est importé dans le pays en question. Et dès lors, ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, c'est que les pays se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre chez eux, mais ont compensé ça très largement par des importations toujours plus élevées. Par conséquent, on a totalement annulé nos efforts par l'augmentation des flux du commerce international, et malheureusement, les conférences des parties successives n'ont jamais remédié à ce problème de comptabilisation, au fond, des gaz à effet de serre de chacun. Autre problème lié à ces négociations climatiques, c'est que la communauté internationale se fixe des objectifs à l'échelle globale, ne pas atteindre un niveau d'émissions de gaz à effet de serre qui soit dangereux, c'était l'engagement pris déjà en 1992, mais il reste à décliner ces engagements de la communauté internationale en engagements concrets que prend chaque pays. Et depuis l'accord de Paris, on a vu toute une série de pays annoncer leurs engagements, énoncer quelle serait leur trajectoire. Malheureusement, la somme totale de tous ces engagements individuels ne suffit pas à tenir l'engagement global. Ce engagement global, malheureusement, est essentiellement symbolique. C'est une manière de forcer les gouvernements à renforcer, à redoubler d'efforts, mais ça n'est pas une garantie que les gouvernements vont respecter leurs promesses. Et malheureusement, aujourd'hui, le niveau des engagements est encore en deçà de ce qu'il faudrait. Ce qu'il faudrait, c'est que les pays riches acceptent de se fixer comme objectif la décroissance, la décélération de leurs économies, pour permettre aux pays pauvres, eux, de croître davantage avec les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. Le droit doit inventer autre chose que le passage par des traités négociés entre gouvernements. Deux évolutions sont à noter ici. D'abord, on a de plus en plus de juridictions qui imposent au gouvernement de faire davantage en matière de lutte contre le changement climatique en répondant aux demandes d'organisations non gouvernementales qui se mobilisent pour solliciter les juges qui, constatant le lien entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une part, la protection des droits de l'homme d'autre part, imposent au gouvernement de faire davantage. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce rappel régulier de la part des juges qu'il y a des droits de l'homme qui sont violés en raison de l'incapacité des gouvernements de faire plus en matière de lutte contre le changement climatique. Deuxième évolution, c'est que aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus forcées de rendre des comptes, soit devant des actionnaires qui veulent que les entreprises fassent davantage pour décarboner l'économie, soit devant des tribunaux avec des citoyens qui demandent que les entreprises les plus polluantes suspendent leurs activités, réduisent l'impact polluant de leur manière de produire. Et on a, il est vrai, une économie où l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont concentrées entre les mains d'un nombre relativement petit d'entreprises, de manière telle que si on arrivait à ce que ces entreprises-là se comportent de manière plus responsable, on pourrait faire des progrès notables. C'est donc là un lieu tout à fait stratégique à partir duquel le droit peut agir. À défaut pour les États de bouger assez vite, d'autres acteurs se mettent en route et cherchent à développer des solutions. Et trois évolutions sont tout à fait intéressantes à signaler. D'abord, beaucoup de villes se rendent compte qu'il est possible, à leur échelle, de faire bien davantage pour le climat. Les villes peuvent faire énormément. Et selon certains calculs, 60% des mesures qui sont de nature à répondre aux défis du changement climatique sont des mesures qui peuvent être prises au niveau des municipalités. C'est ça qui explique qu'il y a aujourd'hui des réseaux de villes qui se mettent en place pour échanger les bonnes pratiques et pour, au fond, surmonter cette inertie des États. Deuxième type d'acteurs, ce sont évidemment les citoyens qui développent, sans demander l'autorisation de quiconque, des nouvelles manières de produire, de consommer, de se déplacer, de se chauffer, et qui inventent des solutions
sans nécessairement que des réglementations les y obligent ou sans même que des incitants économiques les récompensent pour ces innovations. Alors, évidemment, le potentiel de ces initiatives à transformer la société est encore une question. Souvent, ces initiatives demeurent des initiatives de niche qui ne remettent pas en cause, je dirais, les grands choix macroéconomiques qui amènent la société à une croissance toujours plus forte avec des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'intérêt de ces initiatives, c'est qu'elles amènent de nouvelles manières de produire, de consommer, encourageant des nouveaux modes de vie qu'on pourrait qualifier d'alternatifs et obligeant chacune à se poser la question de sa responsabilité, de ce qu'il ou elle pourrait faire dans son environnement immédiat. Alors, il y a évidemment une troisième catégorie d'acteurs, à côté des villes et des citoyens, ce sont les entreprises qui, de plus en plus, comprennent que l'on attend d'elles qu'elles fassent autre chose. Et elles vont innover par des nouvelles technologies, des nouvelles manières de produire qui sont moins énergivores, qui sont moins polluantes. Elles vont développer des gammes de produits qui sont plus efficients et qui polluent moins. Elles vont sortir de l'obsolescence programmée, peut-être produire des produits qui peuvent être plus facilement réparés, avoir une durée de vie plus longue, par exemple. Le problème de ces innovations est double, malheureusement. D'abord, très souvent, cela risque de déresponsabiliser les utilisateurs de ces produits qui peuvent avoir l'impression qu'au fond, ils n'ont pas besoin de se poser certaines questions quant à leur manière de se comporter, puisque le produit a pensé en quelque sorte pour eux les conséquences environnementales. Et il y a une tendance dans nos têtes à s'en remettre aux solutions que les ingénieurs vont développer dans leur laboratoire ou sur leur chaîne de production pour se déresponsabiliser. Cela rend les choses évidemment beaucoup plus confortables. Et lié à ceci, il y a l'autre problème, c'est que ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est que lorsque l'on utilise des produits qui sont moins polluants, des technologies qui sont plus vertes, plus propres, l'on est tenté parfois de consommer davantage parce que l'on est déculpabilisé ou parce que l'utilisation du produit est moins chère en raison de ce que le produit va consommer moins d'énergie. Et donc, le risque, si vous voulez, de ces innovations technologiques, quoi qu'elles soient en principe bienvenues, c'est qu'elles risquent de donner à penser que, au fond, les choses ne vont pas si mal que cela, que la consommation, les modes de consommation qui sont les nôtres n'ont pas à être remis en question de manière plus fondamentale, parce que les technologies plus propres, plus vertes ont été mises au point et développées. Ce qui me frappe quand je regarde la manière dont la société évolue, c'est combien nous sommes dans une sorte de pilotage automatique. Nous ne nous posons plus depuis longtemps la question des fins, du pourquoi, de ce que nous voulons. Et au fond, tout le débat sociétal est une question qui porte sur la question des moyens, des instruments. Par exemple, on ne se pose pas la question de la place du travail dans la société. On ne se pose pas la question de savoir si il faut toujours augmenter les possibilités de consommation matérielle. On ne se pose pas la question de savoir si la croissance doit être l'objectif poursuivi. Tout cela paraît une évidence pour l'essentiel des partis politiques qui se disputent l'électeur ou l'électrice au moment des élections. Et je crois que la jeune génération doit poser ces questions plus radicales. Pas seulement la question de savoir quelle est la meilleure recette contre le chômage, ou quelle est la meilleure façon de créer de la croissance, ou quelle est la meilleure façon de gérer la mobilité à Bruxelles, par exemple, mais qu'est-ce que nous voulons comme type de société? Quelles sont les valeurs ultimes que nous souhaitons poursuivre? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la question du pourquoi, du bien vivre dans la société, de la convivialité? Est-ce que ce n'est pas sur le plan des valeurs que nous poursuivons collectivement qu'il faut se repositionner aujourd'hui? Pour au fond que l'exercice démocratique ait un sens et pour que cet exercice démocratique porte sur autre chose que simplement sur les instruments, les moyens qui sont mis en œuvre.